Voilà, bon bah, on a fait moins de 5 minutes, hein, j'espère que vous n'êtes pas perturbés. Euh, voilà, donc, pardon, il faut que je me rebranche là. Bonjour Olivier. Salut Freddy, Bonjour à tous. excuse-moi. Alors Freddy Tiburce, donc expert du Made, donc on travaille très régulièrement ensemble. C'est ça, on co-crée en fait. On co-crée, voilà, c'est un plaisir de travailler avec toi Freddy. Et alors tu es, donc je l'ai dit, expert auprès du Made, et tu es dirigeant de Manger Healthy, qui est donc une plateforme d'innovation en ligne, donc quelque chose vraiment, et en plus un tout nouvelle plateforme. Donc tu vas nous expliquer. La gestation est effectivement très bien avancée. Ouais, bon, super. Donc tu vas nous dire, voilà, se connecter pour mieux manger. Alors c'est quoi? C'est une injonction? C'est une promesse? Comment est-ce que tu le vois, se connecter pour mieux manger? Eh bien, en tous les cas, ce n'est pas une injonction. Bon. Est-ce que c'est un questionnement? Je ne sais pas. C'est probablement très personnel, en fait. Je trouve que chacun peut y trouver quelques éléments de réponse. En tous les cas, ce qui est certain, et ça sera mon propos liminaire, c'est qu'on va plus sur Internet, on y vit. C'est vrai. Et on va essayer de passer ça en revue et voir quelle incidence ça a dans un environnement comme celui du MED. On va essayer d'être très MED compatible dans le propos de la conférence et je me propose de le partager avec vous. Je te laisse alors. Merci Olivier. Donc, vous avez bien compris, c'est pas une promesse, c'est pas une injonction, simplement un premier constat. Une vie, c'est environ 90 000 repas. Donc c'est forcément important de manger. Cet acte-là entraîne un certain nombre de paramètres que l'on va essayer de parcourir. Un bref rappel aussi sur les strates de population, puisqu'il est intéressant de faire le constat qu'en définitive, on a 4 groupes d'âge d'environ 25% chacun, autour de 16 millions de personnes. Je ne rentre pas dans le détail des tranches d'âge, vous les avez sous les yeux. Mais même si on a 4 tranches, ce qui est intéressant de constater, c'est que les 18-35 ans, qu'on appelle communément les millennials, vont bientôt représenter, dès 2020, 50% de la population active. Donc de fait, cette catégorie-là, il y a un certain nombre de représentants dans la salle, détient un pouvoir qui va avoir une influence majeure sur l'évolution des modes de consommation. Pour poursuivre sur les mises en contexte de notre sujet, force est de constater qu'il y a 4 grandes influences qui ont été mises en perspective par Food Service Vision à l'occasion du CIRA il y a quelques semaines. Et ces 4 grandes tendances, je trouve qu'elles résument bien l'ensemble des tendances auxquelles sont soumises les acteurs de l'alimentaire. Elles sont rappelées sous vos yeux. Je ne les donne pas nécessairement dans l'ordre. Je vais commencer par la conscience. La prise de conscience écologique, notamment, qu'il faut repenser probablement les modèles alimentaires pour permettre de nourrir d'ici 2050 une population que l'on prévoit autour de 9 milliards de personnes. Des attentes de mieux-être et de bien-être de plus en plus exacerbé. Il suffit de parcourir les allées du Med pour s'en rendre compte. Le mieux-être, ça devient une forme de tarte à la crème en matière alimentaire. La troisième dimension, autour des thèmes des territorialités, elle est intéressante à considérer et pleine de promesses d'ailleurs, nous y reviendrons, parce que derrière territorialité, on pense aux origines aussi bien locales que mondiales, avec une forme d'interaction entre l'une et l'autre, et à chaque fois la recherche d'éthique. Et enfin, le quatrième pilier de cet environnement alimentaire, c'est celui des expériences connectées. Et c'est un petit clin d'œil au thème du MED, ça ne vous a pas échappé, le Phygital, Food and Life, la transformation digitale du magasin ou des lieux physiques, avec une question sous-jacente que nous avons partagée avec tous les experts du MED, qui est celle de savoir quelle incidence pour les producteurs, les artisans, les transformateurs, les distributeurs, bref, pour toutes celles et tous ceux qui œuvrent pour nous permettre à tous de manger dans les conditions les plus satisfaisantes. Et puis, pour conclure ce petit propos liminaire, 2 dernières slides. La première, pour rappeler que, puisque Olivier m'a présenté comme dirigeant de Manger Healthy, il y a une tendance forte qu'on estime
selon les résultats d'études, entre un tiers ou 36%, mais c'est très très proche, de personnes qui aspirent à manger plus sain, plus sainement. On les qualifie de flexitariens. Grosso modo, on diminue la part de protéines animales, on y reviendra tout à l'heure, au profit des protéines végétales. On verra comment ça s'incarne. Mais c'est aussi 9 Français sur 10 qui consomment régulièrement du bio. Et puis, un petit mot sur les allergènes, puisque les allergies alimentaires aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé identifie 4% de la population mondiale concernée, mais prédit d'ici 2050 une personne sur deux concernée au niveau mondial. Vous entendez bien, une personne sur deux concernée par les allergies alimentaires d'ici 2050. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Et puis enfin, là aussi, un petit passage dans les allées du salon permet de constater une forme de profusion d'offres, parfois une hypersegmentation qui conduit à une contrainte ou une difficulté liée à l'hyperchoix, et tout ça, ça entraîne de la confusion. Donc là, j'ai repris l'exemple des briques de lait véhiculées par Ferme France, dont je reparlerai un petit peu tout à l'heure. Mais effectivement, l'hypersegmentation marketing, ça engendre l'hyperchoix et ça peut avoir quelques conséquences. Alors, dans ce contexte-là, se pose la question de se connecter pour mieux manger et quelle incarnation on peut percevoir autour de cette thématique. Alors je vous propose de vous donner non pas la vérité du sujet, mais plutôt une vision de ce sujet-là, de la partager avec vous et de voir comment on peut la déconstruire en quelque sorte pour imaginer d'autres choses le cas échéant. Alors on va commencer par se connecter et on va essayer de voir ce que ça veut dire. Alors déjà, comme chacun d'entre nous aujourd'hui, il suffit de taper dans le lien de Google se connecter pour mieux manger et vous savez quoi? On obtient 436 millions de résultats. 436 millions de résultats lorsqu'on fait cette requête-là. Alors on va poursuivre, se connecter entre 5 chiffres clés et je m'appuie sur une conférence qui a eu lieu ce matin, je pense, les résultats de l'étude médiamétrie pour le MED. Je reprends 5 chiffres clés et puis je vais vous demander un petit coup de main. 84,2%, 52,9 millions de quoi selon vous ou de qui? Olivier, tu dis rien. Tac, 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 tac. Quelqu'un a la réponse? D'internautes. Vous vous rendez compte? 52,9 millions d'internautes mensuels en France. Donc 42,9 sur ordinateur, 40,6 sur mobile et 25,3 millions sur tablette. Au passage, on fait le constat qu'entre l'ordinateur et le mobile, on est sur des résultats extrêmement proches. Et ce n'est pas neutre. On y reviendra probablement. Deuxième chiffre à partager, 38% consultent des sites de suggestions de recettes. Qui ne l'a jamais fait? Ah, là, vous êtes mieux que le pourcentage. En tous les cas, c'est une attente fondamentale. On poursuit nos petits chiffres clés. 20% consultent des sites de recommandations de restaurants. Qui ne l'a jamais fait? Une personne. On poursuit. 18% de commandes de repas. 18% des internautes consultent Internet pour de la commande de repas. 14% sont des acheteurs de produits d'épicerie en ligne. Donc on voit bien que sur certains items, en particulier, les marges de progression sont extrêmement puissantes. Toutes ces évolutions-là, incarnées par ces 5 chiffres clés, font que les incidences sur nos manières de consommer, notamment dans l'alimentaire, vont être de nouveau, dans les prochaines années, particulièrement chahutées. En première conclusion, pas conclusive celle-ci, force est de constater, comme le rappellent les Échos, que le e-commerce alimentaire vit une sorte de Big Bang qui est à son prémisse, dans le sens où les données qui sont projetées sont extrêmement prometteuses. En France notamment, on n'est pas loin de doubler les ventes en ligne à un horizon extrêmement proche de 2021. 760 millions aujourd'hui,
1,3 million dans les 2 ans à venir. Et vous pouvez le constater, je ne commande pas tous les chiffres parce que je n'ai pas le temps. Certaines destinations, la Chine ou les États-Unis, la Corée, sont sur des dynamiques bien plus fortes que les nôtres. Et enfin, ne pas oublier aussi, on l'a vu sur l'année écoulée, le fait que tous les acteurs des réseaux sociaux deviennent aussi des acteurs du S-commerce. C'est nouveau, mais ça ne sera pas sans conséquence. Un exemple, parmi tant d'autres, Instagram, 1,3 milliard de personnes sur Instagram chaque jour. Dès lors qu'Instagram se met à faire du business, notamment dans l'alimentaire, il n'y a pas besoin d'être devin pour imaginer que ça va avoir quelques conséquences ou quelques opportunités pour certains. Acte 1, nous avons parcouru ce que je voulais partager avec vous sur se connecter pour mieux manger. Essayons de voir ce que mieux manger veut dire. Je m'excuse tout de suite. Je n'ai pas le temps de faire un inventaire de tous les résultats d'études scientifiques sur le sujet. Elles sont nombreuses. J'en ai choisi une de manière très arbitraire et je vous prie de m'en excuser. J'ai retenu comme résultat d'étude celle de Eat Lancet, une étude de recherche pluridisciplinaire impliquant une multitude d'enseignants-chercheurs. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je vous invite à consulter. La synthèse est en ligne, en français comme en anglais. L'étude est particulièrement bien menée. Ce qui m'intéresse, c'est que globalement, on voit bien qu'on va vers une transformation de l'alimentation d'ici à 2050, que ça va avoir 2 types d'incidences. Des incidences sur les modèles agricoles, et évidemment sur les modèles alimentaires. Ce qui est en filigrane de cette étude, je prends quelques raccourcis, une fois de plus, vous m'en excuserez, c'est la nécessité de considérer à la fois les limites de notre planète, les limites de capacité de production de notre planète, et des considérations d'ordre nutritionnel pour, dans un contexte de population croissante, comment on fait pour nourrir tout le monde en garantissant ou en optimisant la santé de chacun et en préservant les ressources naturelles. Cette question-là, elle est en filigrane de nombreux sujets. Elle impacte très fortement l'alimentaire, peut-être encore davantage l'alimentaire que d'autres sujets. Les recommandations ou les projections des chercheurs vous donnent, je ne sais pas si c'est lisible pour vous, mais je vais vous remettre un tableau ensuite qui donne un peu plus de détails. Ça incarne le régime flexitarien que j'évoquais tout à l'heure. La moitié de l'assiette avec des légumes et des fruits, pour faire simple. Et puis vous avez ensuite une répartition des différentes denrées alimentaires et vous pouvez constater une minoration à la fois des produits laitiers, mais il reste quand même important dans l'assiette moyenne, et une minoration des protéines animales, notamment des viandes, et une augmentation significative de la consommation de noix. Et voilà ce que ça vous donne en grammage. Je ne sais pas si c'est lisible pour vous, je vous donne quelques exemples. Le régime de référence préconisé, je vous le donne en grammes par jour. En graines complètes, tout type de graines, 232 grammes. Les tubercules, légumes féculents, 50 grammes. Les légumes, 300 grammes par jour. Les fruits, 200 grammes par jour. Les produits laitiers, 250 grammes. Les différentes sources de protéines, bœuf, agneau, porc, 14 grammes. Poulet, autres volailles, 29 grammes. Les œufs, 13 grammes. Poissons, 28 grammes. Haricots secs, lentilles, pois, soja, 75 grammes. Les noix, 50 grammes. Les graisses ajoutées, différents types de graisses insaturées, saturées pour 51,8 grammes et d'autres sources ajoutées, 31 grammes. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres, mais en tous les cas, c'est une projection sur laquelle on peut assez facilement débattre et on comprend bien qu'elle peut répondre aux enjeux qui ont été préalablement listés. Donc, d'autant que l'évaluation qui a été faite, si la population mondiale adopte ce type d'alimentation, c'est 11 millions d'essais par an qui seraient évités. Donc on est bien sur un régime qui, à ce stade des connaissances nutritionnelles et environnementales, permet d'optimiser à la fois les préservations de la planète et la santé de l'homme au travers de son alimentation. Une fois de plus, je ne prends pas parti, je vous livre les résultats d'une étude qui me semble sérieuse et dont les
prédiction semble crédible. Après avoir fait ça, je pense avoir répondu à ce que pourrait être mieux manger. Deuxième grande partie de mon propos, c'est de partager avec vous un certain nombre d'initiatives qui sont déjà actées, que nous connaissons les uns et les autres. Je ne vais pas être exhaustif et une fois de plus, je vous prie de m'en excuser, mais je vais partager un chiffre important avec vous qui est sorti de l'étude Médiamétrie Med. 56% d'entre nous souhaitent mieux consommer. Et quand on analyse le détail de ces 56%, ça se traduit dans l'étude que je viens de citer par 19% qui pensent que les acteurs de l'alimentaire doivent se saisir du digital pour aider les consommateurs à mieux consommer, 25% qui souhaitent des sites et des applications pour mieux consommer et 12% qui expriment le besoin d'être mieux accompagnés. Et à partir de là, je me suis dit, mais c'est quand même surprenant. Dans un environnement où on a l'impression, je ne sais pas vous, mais moi en tous les cas, j'ai l'impression d'être submergé d'informations, on fait le constat que l'attente principale qui est exprimée, c'est celle de davantage d'informations. Et ça m'a questionné et je me suis dit, mais on va faire un petit passage en revue. Une fois de plus, je donne 6 exemples, donc c'est loin de la réalité de ce qui existe, mais ces 6 exemples-là répondent bien à l'attente exprimée. La première, vous la connaissez probablement tous, elle est réglementaire, c'est Santé publique France qui publie et exprime les recommandations nutritionnelles à travers le Nutri-Score et ce petit logo que je ne commande pas, que je pense que chacun connaît. J'ai mis en perspective, d'ailleurs, je sais qu'ils sont sur le salon SIGA, parce que là, pour le coup, on a une démarche scientifique qui permet d'améliorer la qualité des aliments. Et là, ce qu'on va questionner en particulier, c'est le degré de transformation, voire d'hyper-transformation des produits. Donc c'est en soi un outil qui me semble particulièrement pertinent. Un deuxième exemple, alors très médiatisé, la fameuse application Yuka et la possibilité d'y exprimer ses avis sur la qualité nutritionnelle des produits. Donc cette appli fait des recommandations, elles valent ce que l'on veut bien en considérer, donc c'est un avis plutôt d'ordre nutritionnel. Et Yuka aussi propose des programmes de coaching nutritionnel comme nombre d'autres acteurs. J'ai aussi retenu dans les quelques exemples Open Food Facts, dans le sens où c'est une démarche collective avec une base de données, la collaborative et libre sur les produits alimentaires du monde entier. Et on a un répertoire des ingrédients, allergènes, composition nutritionnelle, et toutes les informations qui sont présentes sur les étiquettes. Donc, autre outil déjà existant qui permettent de s'informer. Un exemple de nouveau plus récent dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle Ferme France. Donc là, c'est une notation sur la capacité à répondre aux attentes sociétales. Il y a différents critères qui sont pris en considération. Il y en a 6 ou 7. Et au global, on donne une note sur 100 qui permet de montrer l'engagement global de la Ferme France sur les enjeux de société. Et chaque entreprise ou industriel membre peut évidemment faire valoir son engagement sociétal. Et puis, je crois que c'est mon dernier exemple, j'ai repéré ScanUp. Je sais que c'est une des startups aussi présentes sur l'un des food corners du Med. Donc là, c'est une appli des consommateurs qui permet à la fois de scanner et de co-créer des produits. Elle permet d'élaborer avec les marques des futurs produits et de s'engager dans une alimentation plus saine, de valoriser des caractéristiques éthiques, et elle permet de tester des produits et de répondre à quelques questions en donnant son avis sur un produit. Et puis, il y a plein de laissés pour compte dont je n'ai pas le temps de vous parler, mais simplement la volonté que j'ai à travers cette vue d'ensemble, cette vue synoptique, c'est de démontrer qu'en définitive, sur la question du mieux manger, il y a déjà plein de solutions, il y a plein d'initiatives, elles sont recrudescentes, elles permettent à la fois de valoriser la consommation locale et de saison, d'apporter des réponses en termes de coaching nutritionnel, de valoriser des idées de recettes, de faire la chasse aux allergènes, de montrer un engagement en termes de protection environnementale. Bref, tous ces sujets-là qui correspondent bien aux attentes de société sont considérés par divers porteurs de projets qui apportent des réponses, chacun à sa manière. Mon propos, ce n'est pas de les juger ou de les apprécier, c'est simplement de constater que les initiatives sont multiples.
Ce qui m'amène à la troisième partie de mon propos, avec une question sur... c'est une question là pour le coup très personnelle, pour répondre à la question d'Olivier, que je me suis posée. Si, en ce qui me concerne, je devais tenter de porter ou de suggérer ou de mettre en œuvre une nouvelle approche autour du manger healthy, quelle initiative je serais susceptible de prendre? Et je vous propose de partager mon raisonnement autour de cette nouvelle approche. Le premier constat, je voulais un peu livrer tout à l'heure, c'est dans nos 4 tranches d'âge, l'importance des millénials. Évidemment, je ne renie pas cet argument-là. Je considère vraiment que cette population va jouer un rôle majeur sur les évolutions, voire la transition alimentaire, dont je vous exprime quelques éléments depuis quelques minutes maintenant. Il s'avère que Foodies Social avait mis en perspective il y a quelques temps le fait que les 18, alors ils mettent 24 ans, moi c'est plutôt 18-35 ans, 1 sur 2 partagent des photos de plats, 1 sur 2 souhaite utiliser une imprimante de 3D alimentaire dans l'avenir, 6 sur 10 comparent les prix des produits alimentaires, 4 sur 10 utilisent des applis pour suivre leur alimentation ou le nombre de calories consommées, 44% sont amateurs de courses en ligne et 61% sont fans de livraison à domicile pour la partie alimentaire de manière régulière ou de temps en temps. Et enfin, lorsqu'on essaye de caractériser le contenu de l'assiette des millénials, on s'aperçoit que 20% prennent des repas avec une entrée, que 30% prennent un repas avec du fromage et que 67% un repas avec un dessert. Que globalement, les aliments sont plutôt simples, healthy, bio et sans gluten, et que la notion de plaisir sucré prédomine dans leur prise alimentaire. Ce n'est pas exemple de paradoxe, hein, je vous l'accorde. Au même titre que d'une manière générale, lorsqu'on analyse les comportements alimentaires, on peut percevoir un certain nombre de comportements contradictoires. En résumé de ce petit rappel sur cette cible-là, j'aime bien ce verbatim. Pour les millennials, bien manger est aussi important que voter. Et donc, ça veut dire derrière ça que c'est une génération qui s'engage, qui prend parti. Et on estime à peu près à 1 millennial sur 2 très engagés en matière d'alimentation. L'autre élément que je voulais partager, que je n'ai pas du tout évoqué depuis le début de mon propos, c'est le fait que 72% des Français n'ont pas confiance en leur alimentation quotidienne. 72% des Français n'ont pas confiance dans leur alimentation quotidienne. En ce qui concerne les 25-34 ans, ils sont 82% à ne pas avoir confiance dans leur alimentation du quotidien. Donc, nouvel élément qui fait que ça ne va pas pouvoir rester en l'état, que les lignes, elles vont bouger. Autre résultat d'étude pour nourrir notre réflexion, c'est le baromètre de l'utilité des marques. Ça a été fait par Super et Opinionway. Et là, pour le coup, je vous invite à être très attentif aux quelques pourcentages que je vais vous livrer. 76% des interviewés reconnaissent que les marques innovent, mais cette innovation ne correspond pas à leurs besoins. Je le traduis. 50% des produits alimentaires en marché aujourd'hui n'existaient pas il y a 5 ans. Un produit nouveau sur 2 mis en marché aujourd'hui ne sera plus en marché dans 6 mois. Cherchez l'erreur. 72% des Français jugent les produits et les services des marques inutiles. 72%, 7 personnes sur 10. Les leviers pour créer des produits ou services plus utiles. 2 leviers préconisés. En mode combinatoire, de l'innovation technique à 80% des personnes interrogées et de la co-création pour 73% des personnes sondées. Donc peut-être qu'on a là les nouvelles mamelles des marchés alimentaires, concilier de l'innovation technologique avec de la co-création impliquant les usagers, qu'ils soient citoyens consommateurs ou utilisateurs professionnels. Selon les Français, 3 leviers contribuent concrètement à améliorer l'utilité des marques. L'ancrage local, à 78%, le développement des services à 73% et l'impact environnemental à 72%.
Les solutions à privilégier pour davantage d'utilité. 64% l'écoute, davantage d'écoute, et à 47% la pratique de la co-création. Les Français prêts à participer à ce processus collaboratif, 62% aimeraient aider leur marque préférée à créer des produits ou services. Ce chiffre monte à 66% chez les femmes et à 69% chez les 25-34 ans. 31% des Français estiment avoir au moins une idée pour aider les marques à mieux répondre à leurs attentes. Et en ce qui concerne les millennials et les CFP+, ils sont encore plus enclins à être inspirés pour donner de bons conseils à leurs marques préférées. En conclusion, innover, oui, mais pas n'importe comment. Ce n'est pas parce qu'une marque innove qu'elle crée de l'utilité et de la confiance. La co-création est la garantie que l'innovation peut être perçue comme utile pour les individus et orientée dans le sens de leur intérêt. Donc, je pense que potentiellement, on a une piste au travers de cette logique-là. C'est celle que je porte au sein d'un nouveau projet qui s'appelle Manger Healthy. Et mon souhait, ma vision tout du moins, c'est d'en faire le premier réseau social de co-création pour manger sain, bon et green. Et je vous propose en quelques slides de concrétiser un petit peu plus cette vision-là. Alors ce slide-là, il est un petit peu compliqué. La seule chose que je peux vous demander de retenir, on a sous les yeux le processus d'innovation dit en entonnoir. Grosso modo, il y a une partie qui correspond au pilotage de l'innovation de manière amont, en impliquant de larges communautés, en étant dans des logiques d'innovation ouverte, de veille collaborative, de partage d'expériences, de cogénération d'idées en quelque sorte. Et ma recommandation, ou tout du moins la vision que j'en ai, c'est de davantage performer cette phase amont de génération d'idées et d'émergence de concepts et de bien les valider avant d'engranger la deuxième phase du processus de pilotage, c'est-à-dire la concrétisation du concept d'un point de vue marketing et R&D avec les équipes des entreprises, souvent accompagnées par des experts qualifiés. Donc, premier sujet, premier constat en ce qui me concerne, c'est vraiment de me recentrer sur la phase amont du processus d'innovation. Le deuxième élément de partage, c'est l'engagement d'une communauté la plus large possible. Cette communauté, ce sont des startups de la food tech. D'ailleurs, je vois un représentant de Check-up Factory. Ça me permet de saluer aussi Kevin Campos, qui contribue largement à faire en sorte que de nombreuses startups food tech soient présentes parmi nous sur le MED. Ce sont des experts et des influenceurs engagés. Ce sont des écoles, ce sont des institutionnels, des collectivités, des acteurs de la chaîne alimentaire et évidemment, vous, moi, nous tous, citoyens, usagers, mangeurs du quotidien, parce que c'est important que chacun d'entre nous, en fonction de qui il est, de ses contraintes, puisse être partie prenante de ces approches collaboratives. Donc c'est une large communauté qu'il faut recruter, qu'il faut animer, qu'il faut fidéliser. Ça nécessite des outils, notamment des stratégies d'inbound marketing. Je ne vais pas rentrer dans le détail, certains d'entre vous connaissent ça parfaitement. Attirer, convertir, engager, fidéliser ces acteurs avec en filigrane une cible bien précise qui correspond à un persona. Là, j'ai pris l'exemple de Marie, 40 ans, responsable communication, très engagée à la fois en termes de citoyenneté, de prise en compte environnementale et de la manière dont elle consomme, notamment en matière d'alimentation. Et puis, il faut des outils performants. Pour ma part, j'ai fait le choix d'une collaboration avec la plateforme d'innovation et d'intelligence collective EGDIS Open Labs, ce qui me permet de saluer leurs représentants qui sont dans la salle et qui pourront répondre à d'éventuelles questions tout à l'heure. Ça se traduit donc par une plateforme d'innovation en ligne qui mobilise des communautés et on va essayer de voir rapidement ce qu'on peut faire avec cette plateforme-là. 3 offres de services, des défis de co-création, du consulting de type brand content avec des stratégies de social media et de l'assistance au pilotage de projets innovants et un club de Manger Healthy avec un projet expérimental pour mettre la main dans le cambouis et essayer de retirer des enseignements à la fois méthodologiques mais également extrêmement concrets pour accompagner la stratégie des acteurs. Les défis de co-création,
donc ce sont des défis sur mesure, ils sont au nombre de 3. Des défis d'opinion, globalement, ça permet de donner son avis. Des défis créatifs, ça permet d'exprimer ses idées et de rebondir sur celles des autres. Et enfin, des défis culinaires, ce qui permet de partager ses recettes ou d'en imaginer de nouvelles sous contrainte, à la fois en ligne sur la plateforme, mais également en présentiel dans des ateliers culinaires ou des écoles partenaires. Et puis, en complément de tout ça, c'est du consulting en création culinaire et digitale, avec ce que je vous évoquais, création de recettes avec du placement de produits, de l'animation social média, de la mise au point de produits, de recettes, de cartes, de l'assistance des équipes au pilotage de projets d'innovation, et puis des dispositifs plutôt de communication culinaire autour des logiques de déploiement d'offres innovantes, à la fois expérimentées, testées, validées par les communautés. Et puis d'autres exemples d'outils. Là, je vous présente celui de YouMeal. C'est un logiciel de gestion et d'accompagnement à la formulation de recettes. Et ça permet d'optimiser les recettes de 2 points de vue. D'un point de vue nutritionnel d'une part, et d'autre part, d'un point de vue environnemental. La base de données comporte 7000 produits qualifiés par des études scientifiques. Et on est vraiment sur des logiques d'optimisation. Ça se traduit sur l'exemple que je vous mets sous les yeux du banana bread. Classique, avec œufs et produits laitiers, on ressort à un bilan à 22. Si on substitue les protéines animales par des protéines végétales, on optimise un banana bread dit alternatif avec un bilan qui est quasiment, qui passe du simple au double et qui s'améliore considérablement. Je ne dis pas que c'est impérativement ce qu'il faut faire, je montre simplement les potentialités de l'outil une fois de plus, mon propos n'étant pas de prendre parti pour tel ou tel régime alimentaire, ça appartient à chacun. Notre club Manger Healthy et son projet expérimental, en fait, c'est l'idée d'un projet d'action collaboratif, donc en coût partagé, avec des problématiques également mutualisées entre les partenaires et la mobilisation de la plateforme d'innovation avec This Open Lab qui, comme je vous le disais, permet d'animer la communauté, de déployer un observatoire service de veille, des études à 360 degrés en fonction des thématiques définies, des défis de co-création spécifiques et un foodcamp annuel sous forme d'atelier participatif pour permettre à l'ensemble des partenaires et les parties prenantes de nourrir de vive voix les réflexions engagées. Et pour conclure, Manger Healthy en tant que réseau social de co-création pour manger sain, bon et green, c'est une mobilisation et un engagement d'une communauté, c'est l'activation d'un écosystème d'innovation agile et digital et c'est le déploiement d'un plan d'action co-défini en quelque sorte par les parties prenantes et ça se traduit en ligne très prochainement sur Manger Healthy, des actus conseils, des défis projets avec des éléments de contrainte et évidemment le partage de la meilleure manière de considérer le fait alimentaire, c'est-à-dire des recettes premium qui portent des réponses concrètes pour celles et ceux qui veulent mieux manger par choix ou nécessité, ce qui me permet de vous remercier de votre attention dans le timing qui m'était à peu près imparti. Parfait, super Freddy. Oui, on peut l'applaudir absolument. Donc merci pour ta présentation. Alors tu as parlé beaucoup de co-création évidemment et c'est vrai que c'est un thème qui a traversé un certain nombre de présentations depuis hier, donc un thème important et on en a parlé un petit peu ce matin aussi avec la présentation de Médiamétrie et de Jamila. Et effectivement, c'est une attente et en même temps, on voyait dans l'étude de Médiamétrie qu'il y avait un certain nombre de consommateurs qui n'étaient pas prêts à le faire, enfin, à créer leurs produits en ligne ou qui savaient pas ou qui hésitaient. Parce que apparemment, enfin, d'après la conclusion que faisait Jamila, c'est qu'il y avait un besoin d'accompagnement beaucoup et il y a un besoin de pédagogie parce que voilà, il y a encore du travail à faire là-dessus. C'est évident, je partage totalement. J'ai même très précisément les résultats de l'étude Médiamétrie en tête. Je ne l'ai pas retenu parce que celle que c'était 2 tiers, 1 tiers. Ceux que je représentais étaient beaucoup plus valorisants pour donner du corps à mon propos. Mais l'étude Médiamétrie met en perspective 37% des personnes motivées pour participer à des dispositifs de co-création, alors que l'étude OpinionWay que je vous présentais parlait plutôt de 60 et quelques %. Donc vous comprenez pourquoi j'ai choisi les résultats de cette étude. Bon. Mais globalement, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que moi je dis souvent, enfin si je dois exprimer les choses un peu simplement, est-ce que vous connaissez la marque des consommateurs, c'est qui le patron ?
Bon, globalement, c'est 8000 personnes qui contribuent à chaque fois qu'en accord avec des industriels, on questionne les manières de pratiquer des modèles alimentaires, de l'agriculture jusqu'à la mise en marché. Et globalement, lorsqu'on prend des critères empreints de véracité, c'est-à-dire qui correspondent à la réalité des choses, pas une image épinale de l'agriculture, mais une véracité des choses une fois de plus, eh bien, tout à chacun, 8000 en moyenne pour C'est qui le patron, exprime un avis en disant pour telle ou telle fonctionnalité ou pour tel ou tel service, je suis prêt ou je ne suis pas prêt à dépenser X centimes d'euros en plus sur ce produit-là. Et globalement, l'avis des 8000 personnes qui contribuent à chaque fois sur la mise au point des produits permet d'avoir un produit mis en marché qui correspond globalement à la satisfaction des attentes exprimées par les parties prenantes. Eh bien, Manger Healthy, quand je parle de réseau social de co-création, l'idée c'est quoi? Vous connaissez Marmiton ou 750 grammes? L'idée c'est de faire le marmiton du manger sain et de faire en sorte que, moi je ne détiens pas la vérité, mais tous celles et ceux qui sont potentiellement partie prenante, avec des startups, des experts, des acteurs de la chaîne alimentaire, peuvent avoir un mot à dire sur la manière dont les recettes doivent être proposées. C'est exactement ça. C'est le mariage de la marque des consommateurs, C'est qui le patron, avec le marmiton du manger sain. Dans une logique, je mobilise, une fois de plus, je me répète sciemment, une large communauté, je l'implique à partir de critères objectifs pour faire en sorte que chacun puisse entendre l'autre, écouter l'autre, échanger et émettre des avis qui permettent de faire progresser le schmilblick. Ce sont de très bons marqueurs, hein. C'est qui le patron et Marmiton que tu as choisi d'excellents marqueurs parce que ce sont deux marques qui font des cartons, hein, chacune dans leur univers, qui sont vraiment des marques aujourd'hui qui se sont complètement imposées. Alors, est-ce que vous avez des questions pour Freddy Tiburce? Parce qu'on a vu, il a présenté beaucoup de choses, ou des avis, des commentaires. Ou des avis, voilà, parce que c'est la première fois que je le présente dans cet ordre-là. En fait, l'idée, c'était d'abonder la réflexion du MED autour de la thématique Digital Food and Life. C'est des éléments de débat que je propose. Hein. L'idée, c'est justement d'avoir un échange, si possible contradictoire, pour voir si ça peut répondre et si ça doit répondre, comment faire pour que ce soit une réussite pour chacun. Voilà, madame, je vous demanderai de vous présenter, de poser votre question. Merci. Alexandra, je suis dans les achats. J'ai un circuit de distribution par des magasins classiques. On est dans la co-création depuis une dizaine d'années. Donc je trouve ce que vous allez faire est hyper intéressant et c'est le sens de l'histoire. J'ai quand même une question, une interrogation pour le vivre. Pensez-vous que rester uniquement sur le web, par les réseaux sociaux, des plateformes uniquement digitales, suffira pour générer une communauté suffisamment forte et les animer à créer des recettes voilà. Est-ce que vous avez envisagé ou imaginé d'autres types de contacts, ou en tout cas pour faire démarrer la chose autrement, et comment, à quoi vous pensez? Alors je confirme que vous avez une vraie pratique de la co-création et la réponse à votre question est oui. Ça ne pourra pas être qu'une présence en ligne. C'est un outil extrêmement facilitateur, un outil indispensable pour permettre d'y parvenir, mais il faut évidemment de l'interaction humaine et physique, très concrètement. Je vais vous donner un exemple. Dans mon ancien métier, j'organisais des focus group consommateurs, mais non pas dans une salle de réunion, mais en cuisine. Et vous savez quoi? Quand vous posez la question « Est-ce que vous savez découper un poulet ?» et que vous avez le poulet en face de vous sur une planche avec une planche à découper et un couteau, la manière dont on vous répond, ce n'est pas du tout la même manière que lorsque vous êtes dans une salle de réunion et qu'on vous demande votre avis. La vraie co-création, pour moi, c'est celle-ci. Et donc, vous envisagez d'avoir des partenaires pour le faire, ou vous allez vous le développer? Écoutez, co-création, large communauté, experts, etc. Donc oui. C'est pas quelque chose que je vais faire seul dans mon coin. D'accord. Donc peut-être qu'on pourra se reparler. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je sens qu'il y a un contact qui peut s'établir là quelque part. Bon, super. Donc effectivement, tu es dans le sens de l'histoire, Freddy, c'est clair. Après, lorsqu'on parle de large communauté, entendons-nous bien. Si notre interlocuteur est un acteur de la restauration collective, que sa problématique, ce sont les textures adaptées pour les personnes âgées en EHPAD, peut-être qu'on va réduire la taille de la communauté. En revanche, ce que je peux vous garantir, c'est que dans le tour de table, il y aura à la fois des résidents, il y aura à la fois des chefs de restauration collective, il y aura probablement des fabricants de matériel, il y aura probablement des nutritionnistes et il y aura évidemment les différents autres acteurs concernés. Parce que à cette problématique-là, compte tenu de l'univers de contraintes, il y a un degré d'exigence pour relever le défi
qui nécessite que ce ne soit pas que l'équipe R&D ou le chef, aussi compétent soit-il, de l'enseigne de restauration collective qui porte le challenge de l'alimentation à texture modifiée. Ce n'est pas possible. Donc à chaque fois, on adapte en fonction de la problématique, en fonction des budgets qui peuvent être dévolus au questionnement, etc. Mais en revanche, ce qu'il faut retenir, c'est l'esprit et la méthode. Et on l'adapte. Et évidemment que la confrontation avec l'usage, elle est centrale. On ne s'arrête pas au stade de l'usager. Derrière l'usager, ce qui nous importe, c'est le questionnement des usages en tant que tel. L'usage, il ne trompe jamais, contrairement à l'usager. Alors, une autre question pour Freddy. Oui, madame. Bonjour, Claire Reynaud. Bonsoir. Merci Bonjour, pour votre présentation. Vous parliez donc d'environnement, de contraintes, etc. Du coup, d'une perspective et d'objectifs pour le futur. Et vous avez parlé à la fois d'incidences à venir sur le modèle agricole et alimentaire. Là, on a beaucoup parlé du domaine, on va dire, alimentaire, plutôt aval. Néanmoins, dans la solution que vous allez proposer, on est sur un écosystème d'acteurs. Comment est intégrée éventuellement la partie amont et l'agricole ? Ouais, c'est une excellente question. En fait, les acteurs qui produisent et qui s'engagent sur des modèles d'élevage ou de pratiques agricoles se doivent d'être impliqués dès le début. Enfin, on ne peut pas parler de manger sain, d'avoir un engagement aussi sur la dimension éco-responsabilité sans associer, impliquer, investir. Alors après, ça peut dépendre de la nature du projet, mais c'est à minima, lorsqu'il s'agit d'industriels, des équipes en charge du sourcing ou de la qualité. Et dans des modèles un peu plus larges, il serait de bonne loi, de mon point de vue, d'associer, y compris des producteurs, des agriculteurs, des éleveurs, pour qu'ils soient partie prenante et soient le reflet de leurs propres pratiques au quotidien. Ça va de pair. En fait, l'intérêt de ce type d'approche, c'est véritablement de questionner le plus largement possible. Je vais vous donner un exemple pour traduire mon propos. Je vais taire le nom de l'entreprise. C'est un très gros groupe international dans le secteur laitier. Et globalement, à chaque fois, on les a questionnés sur leurs pratiques d'innovation. Ils sont très performants en termes d'innovation. Mais globalement, ils disent que leur talon d'Achille, par exemple, c'est la commercialisation. Et quand vous les questionnez sur leur processus d'innovation, vous constatez déjà qu'ils sont assez performants en termes de modèle organisationnel. Il y a un directeur de l'innovation, ils associent les équipes achat, qualité, marketing, R&D. Cherchez l'erreur. Il manque les équipes de vente. Ce n'est pas possible. Lorsqu'on veut sécuriser le processus d'innovation, la transversalité elle doit être totale. Et surtout en amont comme en aval, qui sont des piliers du processus d'innovation. Et trop souvent, on oublie ces fondamentaux-là. Très sincèrement. Voilà, pour ne pas le nommer, c'était le groupe Bell. Je ferme la parenthèse. C'est dit. Non, mais en fait, c'est eux-mêmes qui l'expriment en disant sûr, globalement, ils sont extrêmement performants en termes de processus d'innovation. Et à un moment donné, lorsqu'ils se sont questionnés sur leurs pratiques, ils se sont rendus compte qu'en définitive, le marketing était fonction support pour les ventes. Ils n'associaient pas les compétences, l'expertise commerciale dans les processus d'innovation. Et il y avait une forme de rupture, une cassure entre le processus qui était plutôt transversal et la capacité à mettre en marché ensuite. Depuis, c'est réglé. Hein. Voilà, oui, mais juste une case à cocher. Je trouve que c'est un très bon exemple. Ouais, mais c'est sûr, c'est vrai que c'est une boîte innovante. Hein, il manquait juste une petite case à cocher. Alors, est-ce qu'il y a une autre question pour Freddy ? Non, ça va. Tout a été très clair. C'est vrai que c'était très clair. Voilà, on a eu un peu d'échange. Bon, écoute, Freddy, il me reste à te remercier. Merci, Olivier. Super, merci beaucoup, Freddy. Merci bien, bon après-midi. À tout à l'heure. Alors voilà, ça va être l'heure de déjeuner, donc bon appétit à tous. Juste une petite info, on se retrouve ici à 14h pour l'après-midi avec une première intervention de Philippe Moati de l'Obsoco, donc Institut d'études et de recherche, donc voilà, qui fera une présentation, vous allez voir, encore extrêmement intéressante. À tout à l'heure, bon appétit.